S'il y a bien une chose qui règle l'horloge de notre société, c'est l'argent. On le cherche, on le dépense, on le perd. On le voit comme une clé, mais parfois c'est lui qui nous enferme. Il est aussi un moteur puissant, c'est celui qui m'a emmené à l'autre bout du monde. En préparant ce voyage, j'ai entendu tout et son contraire sur l'économie de la Thaïlande. Mais qu'en est-il vraiment? La vie coûte réellement moins cher en Thaïlande, ou est-ce juste une illusion? Alors je préfère vous prévenir, ce vlog il va être drastiquement différent des autres vlogs. Tout simplement faut savoir que le dernier vlog en date qui est sorti, il m'a pris beaucoup d'énergie. Il faut savoir que parler à une caméra, converser, tout ça, c'est pas des trucs que moi je fais naturellement. Pour ces raisons, j'ai préféré ne pas filmer les 4 derniers jours. Voilà, je voulais profiter de ma vie de mon côté, ne pas me soucier de savoir s'il fallait filmer tel ou tel truc, et parce que très honnêtement, j'ai pas fait des trucs qui méritaient réellement d'être filmés. J'ai choisi la destination dans laquelle je vais aller. Je vais toujours pas dire c'est laquelle parce que sinon c'est pas drôle. Mais la destination, donc vous le saurez dans le prochain vlog, donc vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire. Vous mettez la cloche, vous vous abonnez et vous suivez mes vidéos tout simplement. Vous le saurez dans le prochain vlog. Donc c'est un lieu qui sera drastiquement différent de Bangkok. C'est tout ce que je peux vous dire dessus. Je vous dirai pas le nom. Voilà, ça sera dans le prochain. Va falloir attendre un peu. Mais en attendant, j'ai quand même fait des trucs. J'ai notamment testé les spas thaïlandais. J'ai été dans un spa assez haut de gamme. J'ai pu aussi tester ce qu'on appelle le massage thaïlandais sans finition. Je vous vois venir. Et c'était très agréable. Mais je savais pas que le scratch c'était une spécialité thaïlandaise. Vraiment, c'est en fait le but, j'ai l'impression, c'est vraiment de te faire craquer les os le plus possible. Mais c'était assez agréable. Dans ce spa aussi, il y avait des piscines d'eau chaude et d'eau froide. Il y avait des saunas. Du coup, j'ai pu alterner. J'ai pu me faire des 10 minutes dans le sauna et après tu sautes dans la piscine d'eau froide. C'était très rigolo. C'était très fatigant. Ça prend beaucoup d'énergie par contre. La séquence qui va suivre, c'est suite à un commentaire de Stack qui me demandait de faire un comparatif du coût de la vie en Thaïlande. Et il y a aussi une petite anecdote assez rigolote à la fin qui n'a rien à voir avec tout ce que je vous ai parlé. Mais restez jusqu'au bout si vous voulez la voir. Et je vous laisse avec la séquence suivante. Est-ce que la vie à Bangkok est réellement moins chère que ce qu'on prétend? Hello, on se retrouve dans ma petite chambre. Je reviens des courses. J'ai acheté essentiellement ce qu'on appelait des produits de première nécessité. C'est-à-dire, j'ai premièrement de l'eau, voilà, parce que ici, il faut savoir que l'eau n'est pas potable. Du coup, ce que je fais, c'est que j'achète des petites bouteilles comme ça. Parce que les grandes, j'ai pas de frigo pour les stocker. Du coup, vu qu'il fait chaud, elles chauffent. Du coup, après, c'est très chiant de les boire. J'ai acheté ce truc, je sais pas ce que c'est, mais il y a un rat marron dessus. Enfin, j'ai acheté ça dans le rayon bonbons, donc je pense que c'est pas mauvais. J'ai acheté des pommes aussi parce que c'est très bon les pommes. J'ai acheté des paquets de Haribo parce que j'ai 5 ans. Et j'ai aussi acheté du déodorant. Donc voilà, ça c'est des courses qu'on appelle des courses de gros chômeurs. Pour vous rassurer, il y a beaucoup de points que je vais aborder. Moi dans mon cas, il y a certains produits que j'ai pas spécialement besoin d'acheter. Mais je vais quand même aborder les prix des produits assez nécessaires à la vie quotidienne, que ça soit thaïlandaise ou la vie quotidienne, par exemple des gens dans mon cas, c'est-à-dire des gens qui bougent. Du coup, premier point que je vais aborder, premier point que j'ai abordé, l'eau. Ici, il faut savoir que dans ce pays, l'eau courante n'est pas potable, c'est-à-dire que si tu la bois, en fait, le lendemain, tu vas te réveiller bizarrement, tu vas avoir les sueurs froides. Du coup, ce qu'on fait, c'est que les gens comme moi achètent des bouteilles. Cette bouteille, elle m'a coûté 50 bahts, ce qui équivaut à 1,40 €. Et c'est une gamme de bouteilles qui est assez chère. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez, c'est de la Evian. C'est donc une bouteille qui est importée, c'est pas une bouteille locale. Et logiquement, ça coûte cher. C'est un peu comme de la entre guillemets haute marque par ici. Dans les gammes de bouteilles d'eau un peu moins chères, on a de la Montfleur par exemple, qui est à 12 bahts environ pour une petite bouteille presque dans le format de celle-ci. On a donc en eau pétillante la Singa. En eau plate, on a de la Pura, qui du coup sont des eaux moins chères que la bouteille que j'ai dans la main. Parce que du coup, logiquement, c'est des marques qui sont thaïlandaises. Mais il faut quand même préciser que c'est à peu près le même type de format. On a aussi de l'eau qui est directement des 7-Eleven. Et voilà, j'ai mentionné 7-Eleven parce que vraiment, c'est la franchise de magasins la plus implantée en Thaïlande. À Bangkok, en tout cas, il y en a genre un tous les 500 mètres. 7-Eleven, c'est une marque américaine de base, me semble-t-il. Beaucoup de Thaïlandais y vont déjà de une parce que c'est pas cher, c'est des produits assez discount, et de deux parce qu'il y en a partout. Donc voilà, je vais pas spécialement parler des prix français parce que très honnêtement, je les ai plus en tête parce que j'ai pas envie non plus de dire d'énormité, de me faire afficher par tout le monde. Mais voilà, vous avez retenu le prix le plus bas pour une bouteille d'eau de ce type, c'est 10 bahts. Et pour les bouteilles d'eau plus grand format, j'ai pas vu de live donc je peux pas trop parler, mais c'est aussi dans ces eaux là du coup. Arrête de sourire. Là où j'ai insisté sur le format, c'est tout simplement parce qu'en Thaïlande, par rapport à la France, tout est plus ou moins dans un format assez réduit. C'est très difficile pour moi de faire ce comparatif parce que du coup, comme je peux vous en parler de l'exemple des paquets de bonbons, en France ça c'est une taille plutôt petite pour un paquet de bonbons. Ici c'est une taille qui est assez normal. Ce paquet donc au passage m'a coûté 20 bahts qui équivaut à environ 50 centimes. Encore une fois, c'est un prix qui est très bas. En parlant de prix d'ailleurs, ici la TVA est entre 5 et 7% en tout cas, là où en France elle est à 20%, ce qui est énorme.
Du coup, en continuant sur les produits, c'est 2 pommes. Et dans les 7-Eleven, faut savoir que j'ai dit grande surface, mais c'est en gros plus des petites supérettes qu'autre chose. C'est très dur de trouver des fruits et des légumes qui sont sur autre chose que dans ce format. Ces 2 pommes, elles m'ont coûté 40 bahts, ce qui équivaut à 1,13 €. Faut savoir qu'en termes de prix, je vais très peu monter au-dessus des 100 bahts, tout simplement parce que dans les 7-Eleven, comme j'ai dit que c'était des prix discount, généralement tout est en dessous de 100 bahts. 100 bahts, c'est environ 3 €. Donc faut bien se mettre en tête que tous les produits que je suis en train de vous présenter sont en dessous de 3 €, mais que pour certains produits, donc comme ce déodorant que j'ai eu à 50 bahts, me semble-t-il, le format il est pas non plus giga grand. Et voilà, je vais continuer dans cet ordre de prix. Dans tout ce qui est viande, produits alimentaires dans les 7-Eleven, généralement vous allez trouver que des surgelés. Vous n'allez pas pouvoir trouver par exemple de morceaux de viande, de steak ou quoi. Finalement, c'est des produits que tu achètes quand tu fais ta pause midi. Et les produits surgelés, ça va de 40 à 60 bahts grand max. Par exemple, l'onigiri, donc qui est ce sorte de triangle avec du riz, de l'algue et bon, ça dépend, tu peux mettre plein de trucs au milieu. Lui aussi, il est à 50 bahts pour le coup. Il faut savoir que quand je suis entré dans le 7-Eleven, j'ai pas spécialement voulu filmer. Le magasin était très vide et je serais passé pour un mec chelou. Pour tout ce qui est produits un peu hygiéniques, on peut voir que le papier toilette le vendent en un seul rouleau et c'est à 10 bahts le rouleau. Faut savoir qu'ici, les Kleenex les plus courants à acheter, c'est sous cette forme. C'est donc des gros Kleenex et c'est du double épaisseur, je sais pas spécialement, mais voilà, c'est des Kleenex. Il y a une version Disney, je sais pas pourquoi. Ensuite, pour tout ce qui est produits, un peu les gâteaux, tout ce qui est les Oreos, tout ça, donc tu peux trouver des paquets qui sont à 10 bahts, mais c'est des paquets où du coup il y aura genre que 4 biscuits, là où dans les plus gros paquets qui sont entre 30 et 50 bahts, ça va être des paquets qui peuvent se rapprocher de ce que nous on a en France qui s'appelle le format familial. Je parle parce que je suis un grand connaisseur, moi vraiment je suis un gros tas en termes de bonbons, de biscuits, j'en bouffe comme pas possible. La bière, on va continuer sur les trucs de gros tas, la bière, la bouteille simple de Singa par exemple. Je dis bouteille simple, c'est plutôt des grandes bouteilles de bière, c'est pas les petites bouteilles que tu peux boire. Elle est à 41 bahts. Le pack de 4 de Léo, qui est une autre marque, est à 116 €. Pour tout ce qui est soda, coca, etc., généralement le prix fluctue entre 15 et 30 bahts dans les 7-Eleven, je précise, hein. C'est évidemment dépendant du lieu, ça va être plus ou moins cher. Pour tout ce qui est les œufs, maintenant on va parler de produits un peu plus normaux. Les œufs, la boîte de 10 œufs va être à 73 bahts. Maintenant, pour tout ce qui est boissons énergisantes, alors j'ai pas trouvé de Monster, en tout cas pas dans les 7-Eleven. Ici on a un truc qui s'appelle la M150, je sais pas si ça se dit Miso ou M150, j'appelle ça M150. La première fois que j'en ai bu, d'ailleurs, anecdote, c'était dans un magasin chinois dans Paris. C'était une toute petite fiole avec un pote, on s'était demandé ce que c'était et comme des grands génies, on a décidé du coup de le boire. Du coup, c'est des petits formats, c'est des petits flacons, un peu comme des flacons de médecine. C'est 10 bahts, donc c'est vraiment rien du tout. C'est en dessous de 1 €. Voilà, 10 bahts, ça équivaut à 30 centimes littéralement. Ensuite, du coup, c'est ce truc dont je ne sais pas ce que c'est, mais j'espère que c'est bon. Ça m'a coûté 50 bahts, donc c'est quand même assez cher. J'espère que le produit il est quali. Enfin, je dis assez cher évidemment par rapport aux autres produits qu'on peut voir actuellement. Pour tout ce qui est ensuite shampoing, déodorant, mousse à raser, très important. Le format aussi est légèrement plus petit qu'en France. C'est pas plus petit, les bouteilles sont à taille normale, mais bon, on sent que c'est pas les mêmes quantités. La bouteille de Head & Shoulders, 70 bahts environ. Et les bouteilles les plus chères, c'est là où on va monter à 80, grand max 90 bahts. Voilà, ça va pas dépasser ce prix-là. Pour tout ce qui est produits de lessive, on a des ordres de prix qui sont un peu plus différents. On a des produits qui vont aller jusqu'à 150 bahts et le produit le moins cher, on va dire, les capsules de lessive les moins chères équivalent à 90 bahts. Voilà, on est quand même dans des prix qui restent assez abordables pour les personnes qui peuvent gagner un salaire équivalent au salaire européen. Encore une fois, c'est très dur de faire ce comparatif parce que c'est des portions qui sont très réduites par rapport en France. Et évidemment, je me doute que même si les portions étaient pareilles qu'en France, le prix aurait été moins cher. Après aussi, évidemment, oui, les prix sont moins chers pour quelqu'un comme moi qui, par exemple, ait un salaire à peu près correct en Europe. Mais il faut savoir que le clampin moyen en Thaïlande gagne environ 300 bahts par journée. 300 bahts, c'est rien du tout. C'est 9 €, 8,50 €, c'est rien du tout. Et je dis bien par journée, hein, par journée de taf. C'est comme si tu travaillais à environ plus d'1 € de l'heure. Là où les gens comme moi, comme nous en général, voyons des prix qui sont assez faibles, le Thaïlandais moyen voit des prix qui sont normaux. Du coup, je fais une petite interlude parce que j'ai oublié de préciser ça au montage. Je vais parler maintenant de mes coûts personnels à moi en tant que digital nomade. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Comment il est? Du coup, le billet d'avion, le premier achat que j'ai fait par rapport à ce voyage à Bangkok, c'était le billet d'avion. Il m'a coûté environ 400 €. Déjà de une parce que je l'ai pris un mois à l'avance et de deux parce que
que j'ai pris des vols avec des escales. J'ai eu une escale à Shanghai notamment. Et ajouté à ça, j'ai eu aussi 400 € de pertes financières. Je vais rapidement résumer. En premier lieu, j'avais pris un billet aller simple. Donc, la compagnie avec laquelle j'ai voté, c'est la... Non bref, hein, je suis un peu remonté parce que du coup j'avais pas pu faire l'enregistrement en ligne et c'est ça qui m'a fait perdre 400 €. L'enregistrement j'ai dû le faire à Charles de Gaulle et au moment d'arriver à l'aéroport, on m'a littéralement dit mec t'as pas de billet de retour, qu'est-ce qui va nous dire que tu vas pas rester dans le pays et nous mettre une douille? Parce que bah quand t'es en Thaïlande en fait ton visa touristique n'est que de 60 jours. Et l'enregistrement en tout cas quand tu le fais en physique il leur faut une preuve que tu vas sortir du pays dans ces 60 jours. Je leur ai dit que bah, tranquille en fait je suis pas un sauvage. Ça leur a pas suffi du coup j'ai dû prendre un billet retour, genre c'était le 15 janvier quelque chose comme ça, le faire valider par l'enregistrement comme quoi je sortais bel et bien du pays, ça y est, hein, je vais pas rester à faire l'immigré clandestin. Et en fait j'avais pris toutes les assurances sur le billet pour être sûr que si je l'annulais j'allais être remboursé à fond. Je l'ai annulé du coup et j'ai été remboursé de 8 €. C'est violent, vraiment, quand j'ai vu ça, wow, c'était dur. 800 € donc de billets d'avion, et encore, j'ai pas pris le billet de retour, donc il y a des charges en plus à prévoir encore, bah oui, je l'ai annulé. L'hôtel en tout, j'ai payé 500 € pour cette petite chambre. Bon, évidemment, il y a d'autres coûts dans les 500 €, il n'y a pas que la chambre, il y a tout le service de ménage, il y a plein de trucs qui ont été inclus dans ce coût. 500 € pour un mois environ, je l'ai pris du 29 janvier au 28 février. Voilà, donc ça c'est les coûts un peu fixes. Les trajets de Grab, donc les trajets Uber, parce que bah, je prends pas les transports en commun ici. Grand minimum 50, à grand max, je crois que le mieux que j'ai payé c'était 150, donc ça va faire environ. Donc 50 comme j'ai dit c'est 1,42 € et 150 c'est environ 4,25 €, donc voilà, on n'est même pas à la moitié du coût d'un Uber en France, c'est incroyable. Les restos en Thaïlande aussi, alors le plus haut de gamme que j'ai fait c'était 1100 bahts, ça équivaut environ à 31,5 € et c'était un resto un peu haut de gamme, c'était surtout un resto qui faisait du bœuf, c'était un resto brésilien pour le coup. Et le plus petit que j'ai fait, le plus petit prix que j'ai payé pour un repas c'était 90 bahts, c'est dans mon hostel. Ils proposent évidemment des options où le soir ou le midi tu peux te faire à bouffer, et pour 90 bahts j'ai eu cette assiette que vous voyez à l'écran qui littéralement sur Paris m'aurait coûté 13 €. Voilà, 90 bahts, vas-y on va rappeler combien c'est. Voilà, 90 bahts, 3 € et j'ai le ventre rempli avec cette assiette, hein. C'est magique. Les fast-food, généralement, les deux menus que j'ai testés, que ce soit Burger King ou à McDo, tournaient autour des 300-350 bahts, donc ça fait environ dans les 8 €. Les prix sont moins chers, on est tous d'accord pour se dire ça, hein, dans tous les cas, mais les proportions aussi pour les burgers, elles sont vraiment toutes petites. Genre littéralement, le burger que tu vas avoir, il fait la taille de la paume de ma main. Là où en France, ils sont légèrement un peu plus grands. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit ce que j'avais à dire en termes de prix, en tout cas personnel. Et maintenant, il est temps d'aborder les autres dépenses que peut avoir le Thaïlandais moyen au cours de sa vie. Pour les produits Apple aussi, les produits de marque haut de gamme, les prix varient pas trop. Mais comme vous pouvez vous en douter, pour la classe moyenne thaïlandaise, c'est des prix genre qui sont aberrants. Très peu de Thaïlandais de classe moyenne ont la chance de s'offrir des iPhones. Comparé à la classe moyenne française, là en Thaïlande, tu fais ça en fait, tu manges pas pendant un mois, je crois. Par exemple, les marques de téléphone les plus courantes, c'est des marques un peu chinoises ou alors grand max les Samsung. Mais ça va pas être les nouveaux Samsung, ça va être des versions antérieures. Pour les vêtements, du coup, comment le Thaïlandais s'habille, ici il y a plus ou moins toutes les firmes occidentales, c'est-à-dire Uniqlo, bon c'est japonais mais c'est implanté en Occident. H&M, vraiment ces deux firmes que j'ai vues. Il y a aussi une firme japonaise qui s'appelle Muji, j'ai pas spécialement guetté les prix ni la qualité, mais ça a l'air pas mal. Les prix sont légèrement moins chers qu'en France parce qu'évidemment t'enlèves toutes les taxes etc et t'as un prix bon qui reste à peu près équivalent mais moins cher. Tu peux aussi trouver des vêtements dans les grands marchés etc. Et ici aussi il faut savoir un truc, je sais pas si c'est courant en France parce que c'est pas des trucs dont je fais gaffe. En fait plus t'es gros, plus logiquement tu vas acheter des vêtements plus adaptés à ta taille, plus tu payes cher. Quand tu vas être gros en Thaïlande, faut vraiment avoir de la thune parce que t'es mal la portion de cette... En plus tu payes plus cher. En fait être gros en Thaïlande c'est pas favorable. Le prix de l'essence aussi j'ai pas spécialement fait gaffe, mais à l'écran je vais vous mettre environ ce que ça coûte de faire un plein en Thaïlande. Voilà, donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a vraiment des prix qui sont assez différents de la France, assez bas j'ai envie de dire, mais ils sont assez bas par rapport à des gens comme nous qui ont un salaire français, pas par rapport à des gens qui ont un salaire qui est environ de 8 € par jour. Il faut savoir que l'inflation évidemment va frapper toutes les classes sociales pauvres. Malheureusement la Thaïlande ne fait pas exception à ça. J'ai parlé à beaucoup de gens qui m'ont dit que oui, la vie coûte beaucoup plus cher qu'avant et que même si le pays en soi a pu connaître une meilleure évolution économique, malheureusement il y a des choses qui n'ont pas été améliorées pour le mieux. Bien sûr, il faut savoir que la Thaïlande c'est un pays qui a connu énormément de crises politiques, mais qui malgré ces crises a su se développer. C'est surtout avec l'arrivée du maréchal Saritanara,
Sarit Tanara, oui, que le pays va réellement s'ouvrir aux investissements étrangers et à la mondialisation. Et c'est vraiment dans les années 70 qu'il va y avoir une croissance et surtout un début d'urbanisation. Cette croissance va se matérialiser par la croissance du PIB de une, par l'urbanisation et par le fait que la classe moyenne va s'expandre. On va moins être dans ce rapport de pauvreté et de richesse, on va maintenant avoir l'apparition d'une classe moyenne qui est beaucoup plus imposante qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait les élites et les gueux. Et quand t'étais dans l'élite, bah, tu contrôlais plein de trucs. Et quand t'étais un gueux, bah, tu faisais pas grand-chose en fait. Bon, je dis gueux, évidemment, c'est réducteur, mais vous avez l'idée en tête. Et cette croissance, elle va être stoppée à la fin des années 90 quand la Thaïlande, elle va être au cœur d'une crise asiatique. Cette crise asiatique, elle est due à une sorte de bulle spéculative immobilière. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais le pays va subir donc une très très forte récession. Et c'est après la traversée de cette crise donc qui a aussi été permis par le FMI. Donc le FMI, pour ceux qui savent pas, c'est le Fonds monétaire international. C'est un peu une sorte de groupe entre plusieurs pays qui permet donc la coopération monétaire. Donc qui vont sortir de cette crise dans les années 2000. Et ce qui va réellement relancer l'économie du pays, c'est le tourisme, c'est l'automobile, c'est l'électronique, c'est tout ce genre de choses. Et malgré les crises politiques que peut connaître le pays dans les années 2000 à 2020 jusqu'à nos jours, donc l'économie va continuer à croître. Malheureusement, comme vous savez tous, en 2020, il y a un truc qui s'est passé et qui a niqué l'économie de tout le monde, c'est le Covid en fait, qui a littéralement flingué les économies de plein de pays et la Thaïlande n'était pas une exception. Maintenant, c'est un pays qui cherche un peu à relancer son économie. Voilà, bon bah ils ont bien morflé avec le Covid, mais ils se relèvent tant bien que mal. Durant le siècle dernier, du coup, la Thaïlande, elle a connu une réelle transformation, passant d'une économie qui était plutôt agricole à une économie cette fois-ci industrielle et grandement aidée par le tourisme. Malheureusement, bah, encore une fois, il y a des crises politiques, il y a le fait que la population est assez vieillissante, mais heureusement, la transition numérique est plutôt bien à adopter dans le pays. Du coup, si vous êtes là, bah, merci beaucoup d'avoir assisté à ce petit cours d'histoire géo. Je suis conscient qu'il manque plein de données économiques que j'ai pas précisées. Il y a plein de prix non plus que j'ai pas abordé, mais les informations que je vous ai données, je vais essayer de les compléter au fur et à mesure de mon voyage. Bref, Stack, j'espère que t'as au moins des pistes de réflexion. J'espère que, putain, je suis mal coiffé. J'espère que, bah, tout simplement, ça t'a plu. Hein. Je suis conscient, c'était un peu brouillant, un peu décousu, mais il y a des tas d'informations que j'ai pas encore. Des informations que je rajouterai au fur et à mesure de mes vlogs. Et l'anecdote, du coup, quelle anecdote c'était, faut savoir que moi je joue de la guitare depuis que j'ai 15 ans et j'en ai actuellement 21, donc ça fait environ 6 ans. C'est un instrument qui me passionne et très sincèrement, si j'avais pas été dans le montage vidéo, j'aurais essayé d'être guitariste de session. Bon, le truc qui a fait que je suis pas guitariste de session, c'est que j'ai pas le niveau du tout. Bon, c'est un débat à part, j'ai pas envie de tergiverser, mais c'est vraiment, faut un niveau très très fort, que ce soit en solfège, en plein de choses que j'ai pas, tout simplement. Et voilà, ça reste quand même une passion à côté, je pratique énormément, je joue énormément, des fois je m'enregistre et je poste ça en story Instagram. Dans la description, il y a une playlist de petites vidéos de moi qui joue. Normalement, si je suis pas un flemmard, je fais ça. Et voilà, j'ai pas pu ramener de guitare en arrivant à Bangkok. C'est un truc qui m'avait un peu chiffonné et je voulais absolument pratiquer. Je me suis dit, bah tiens, on va aller dans le premier guitar store qui vient. Du coup, je suis allé dans un centre commercial qui avait un guitar store. Je suis entré, voilà, j'ai commencé à jouer tranquillement et à un moment, je me suis dit, la guitare, elle sonne vraiment bien. L'ampli sonne vraiment bien, tu vois. Genre, faut que j'en fasse une vidéo Instagram. Du coup, j'en fais une petite story. Voilà, ça sonne vraiment très très bien. Je joue spécialement bien ce jour-là, je trouve. J'étais dans une bonne énergie. Et du coup, faut savoir que cette guitare, si j'étais en train de la jouer, c'est parce que j'avais demandé à un des vendeurs si je pouvais l'essayer. Il m'avait dit oui, du coup, je l'ai prise, j'ai joué. Et à un moment, t'as un des vendeurs qui s'approche vers moi, qui voit que je suis en train de me filmer, en train de jouer de la guitare. Alors, je tiens à préciser qu'il y a que moi que je filme, il y a que ma guitare qui est dans le champ de caméra. Il me tend la main, voilà. Et du coup, bah, je suppose que c'est pour lui rendre la guitare. Je la lui rends. Et il me dit quelque chose comme go out. Je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais en gros, il m'a sorti un truc en mode ouais, vas-y, casse-toi. J'ai pas bien compris pourquoi. Bon, ma théorie, au premier lieu, je croyais que c'était parce que je jouais trop fort ou parce que je jouais trop bien et qu'il avait le seum. Je crois que la principale théorie, c'est parce que j'étais en train de filmer, il devait pas trop apprécier ça. Alors qu'encore une fois, je filmais que ma guitare, mais bref. Du coup, voilà, j'étais resté sur cette note un peu amère et j'ai décidé de retourner dans le Guitar Store quelques jours plus tard et je me suis refilmé. Cette fois-ci un peu moins bien parce que je voulais pas me faire choper une deuxième fois. Et à un moment, il y a un petit enfant asiatique qui s'assoit à côté de moi, qui lui aussi prend une guitare et au départ, il joue correctement, on va dire. Pour un débutant, c'est un
niveau, quand tu l'entends, c'est acceptable, tu vois, c'est pas mal. Et du coup, je continue à jouer normal. Et à un moment, c'est bizarre, mais j'entends une guitare qui joue vraiment bien. Je fais putain, attends, c'est qui genre qui joue comme ça, genre c'est incroyable. Et en fait, j'arrête de jouer pour pouvoir mieux écouter. Je me retourne, je vois que c'est littéralement l'enfant asiatique qui a un niveau en fait qui éclate le mien. Et je crois qu'à ce moment-là, je suis sérieusement redescendu. En fait, quand t'es musicien, faut pas avoir d'ego, très sincèrement. Dès que tu te sens chaud, dès que t'as réussi un morceau, t'as réussi à jouer un truc, faut te dire, en fait, il y a un petit enfant asiatique à l'autre bout du monde qui a 2 fois ton niveau, qui est ce que toi, tu galères à jouer, lui, il le joue comme un dieu. J'ai rien contre les asiatiques, très sincèrement, mais c'est juste que cette théorie, elle est valide tout le temps. C'est-à-dire que quoi que tu fasses dans la musique, dans le milieu artistique, il y a un petit asiatique qui t'éclate. C'est systématique. Enfin bref, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vais plus dire vlog, je vais dire vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à me donner votre avis. Je suis conscient que c'est une forme très différente des vlogs de d'habitude, mais tous les vlogs ne seront pas comme ça. Là, c'était vraiment une sorte d'épisode hors série. Je voulais tester quelque chose de nouveau. J'espère en tout cas que vous allez apprécier. J'espère que vous avez appris des trucs. J'espère ne pas avoir été trop barbant. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente journée, une excellente nuit. Et je vous dis cette fois-ci, la prochaine fois, on va se retrouver avec un vrai vlog un peu plus travaillé. C'était le premier épisode hors série de ma série de vlogs. Non, c'était l'épisode 3, mais on va dire que c'est un hors série. Et je vous dis à très bientôt.